Ça fait plaisir quand on voit que l'architecte n'est pas simplement celui qui conçoit un bâtiment, mais celui qui cherche aussi la vie dans les bâtiments. Monsieur Boufous, vous êtes né dans une ville moderne, Agadir. Donc vous êtes né, comme moi d'ailleurs, dans une ville en pleine architecture, et la date de votre naissance aussi le prouve. Vous êtes architecte urbaniste, et pas n'importe lequel. Vous écrivez beaucoup, et vous avez raconté le patrimoine dans une ville, dans la ville du Détroit, la ville mythique de Tanger, la ville refuge, la ville Havre, peut-être aussi Havre de paix, la ville cosmopolite, la ville qui réunit et qui ne désunit pas, au contraire. Et donc vous avez pu, avec votre plume, nous raconter des chroniques. Et vous avez fait quelque chose qui m'a beaucoup interpellée, c'est que vous êtes allé aussi à la recherche de l'information chez ces gens que moi j'appelle en arabe Rouad Tourat al-Maghribi, comme Ibn Zaydan, comme Nasiri, parce qu'on a parfois, on oublie que ces gens-là, dans leurs livres, il y a aussi du patrimoine. Si Boufous, j'ai dit tout à l'heure ce qui m'a interpellé, vous parlez de ce musée ouvert qui est le Maroc. On a hâte de vous écouter aussi. Merci. Je tiens à remercier le ministère de la Culture de m'avoir invité donc à cette table ronde sur le patrimoine et comment les livres parlent du patrimoine. On m'avait demandé de préparer un petit papier. Bon, effectivement, mais je vais pas le lire. Je vais parler à bâton. Sincèrement, bon, moi comme vous l'avez très bien dit, moi je suis architecte urbaniste à la base. Donc l'avenir des gens, c'est un peu notre responsabilité des architectes puisqu'on conçoit les villes. Donc on conçoit les villes et puis on a une lourde responsabilité. Quand on conçoit les villes bien, les gens vivent bien. Quand on les conçoit mal, les gens développent un stress urbain. Enfin, c'est des choses comme ça. Et nous sommes interpellés à travers notre métier par les questions de patrimoine, parce que ce sont nos ancêtres qui ont édifié une civilisation, que ce soit ici ou ailleurs, que nous devons non seulement préserver, mais transmettre aux générations futures. À la base, la notion de patrimoine, il y a deux catégories de patrimoine. Il y a le patrimoine personnel, qu'on transmet à travers l'héritage. Donc ce que nous héritons de nos parents, de nos grands-parents, etc., que nous valorisons, que nous essayons de transmettre aussi, à qui on donne aussi une valeur. Ça peut être des petites choses, des petites assiettes, des petites cuillères, enfin des livres et des choses qu'on transmet à notre descendance. Ça, c'est le patrimoine privé. Et puis il y a le patrimoine public qui est en quelque sorte incessible parce qu'il est la propriété de tous. Donc au-delà d'un pays, c'est aujourd'hui, à partir de 1970, avec l'instauration par l'UNESCO du patrimoine universel, aujourd'hui le patrimoine, quel qu'il soit, le patrimoine culturel en général, qu'il soit architectural, qu'il soit archéologique, qu'il soit littéraire, ou même le patrimoine environnemental, dont on parle aujourd'hui de plus en plus avec toutes ces questions de changement climatique, tout ce patrimoine, il devient universel. Donc de facto, au Maroc, nous nous retrouvons bien sûr à la croisée des chemins. C'est un pays extraordinaire, c'est un hub et en même temps un point de passage où il y a eu énormément de civilisations qui ont traversé de l'Afrique vers l'Europe et vice versa. Et à partir de là, il y a eu un certain nombre de dynasties, de peuples qui ont construit la civilisation marocaine, qui est une civilisation multiple, qui est marocaine, qui est amazigh, qui est hébraïque, qui est arabe, qui est musulmane, qui est sahraoui. Donc tout ça dans un seul et même pays, ce qui fait peut-être beaucoup pour nous et ce qui témoigne de la charge donc qui est posée sur nos épaules pour non seulement préserver ce patrimoine dans toutes ses composantes
et puis le transmettre pas simplement à nos descendants, mais aussi à l'humanité. Donc nous avons un véritable travail que nous devons faire, et puis notre travail en tant qu'architecte aujourd'hui, non seulement de construire de belles choses, mais aussi de restaurer les choses que nous ont laissées nos ancêtres. Et moi, je suis très sensible à ces questions de patrimoine, et j'en suis devenu, à la longue, ça fait maintenant 30 ans que j'exerce mon métier. Au bout d'un certain nombre d'années, je me suis dit, ok, j'ai construit à peu près tout ce qui devait se construire. Enfin, j'ai fait des villes, j'ai fait des quartiers, j'ai fait des choses. Enfin, j'ai fait le tour de mon métier, de long en large et en travers. Et je me suis dit qu'à un moment, il fallait que je transmette quelque chose. Et moi, je suis un lecteur de l'histoire de mon pays depuis très longtemps. Et je me suis mis à écrire des chroniques sur les réseaux sociaux. Sur Facebook, à partir de 2016, j'ai commencé à écrire ce qu'on appelle les histoires de Rachid. C'est des petites histoires, hein. J'ai commencé avec une demi-page et après j'ai fini à peu près avec 20-30 pages. Et à chaque fois, j'écrivais sur un homme ou une femme ou un lieu qui ont contribué à l'éclosion de cette civilisation marocaine. La première histoire, ce qui m'avait interpellé pour que je puisse écrire justement sur ces questions de patrimoine et de transmission de notre culture, enfin de notre histoire marocaine, c'est un lieu que j'ai trouvé à côté de Qsar Sghir, c'est Qsar al-Majaz. C'est cet endroit où Tariq ibn Ziyad a pris justement les bateaux qui appartenaient au comte Julien pour traverser, pour aller vers la conquête de l'Andalousie. Et ce lieu, je l'avais trouvé totalement délabré. Et c'est à partir de cet endroit, et pas dans un autre endroit, que sont partis les conquérants marocains et arabes vers l'Espagne, où à partir de ce lieu, et qui va rester un lieu d'embarquement et de débarquement, inscrit dans la mémoire collective marocaine pendant 7 siècles. Et aujourd'hui, c'est un endroit pratiquement à l'abandon, pratiquement détruit, c'est des ruines, alors que c'est quelque chose qui est extraordinaire à maintenir, à préserver dans la mémoire collective. Donc à partir de là, je me suis dit, il y a quelque chose à écrire sur notre histoire, et quand je me balade dans mon pays, je vois aussi les touristes qui viennent dans mon pays, qui viennent le visiter. Et je me suis posé la question, pourquoi les touristes viennent au Maroc? Et pourquoi on veut que les touristes viennent au Maroc? Pourquoi on veut que les gens viennent découvrir le Maroc? Et en réfléchissant et en regardant les gens, moi je suis un observateur parce que je suis un architecte, donc j'observe beaucoup, on nous apprend justement à observer. Je me suis rendu compte que tous ces étrangers, ces touristes qui venaient au Maroc, ne venaient pas pour nos plages, ne venaient pas pour nos hôtels, parce que partout ailleurs, il y a de meilleures plages, il y a un ciel extraordinaire même partout, hein, il y a des hôtels extraordinaires partout, mais les gens venaient au Maroc et revenaient pour le peuple marocain et pour le patrimoine marocain. Et en me baladant comme ça, je me suis dit, ces gens finalement, ils viennent pour l'être humain archéologique qui n'existe qu'au Maroc et nulle part ailleurs, parce que quand vous allez en Médina, le dinandier qui tape sur ta petite casserole en cuivre, il est là depuis les Almohades. Ça fait 1000 ans qu'il est là, il n'a pas bougé de son échoppe. Et c'est alors que les autres Médinas dans les autres villes, que ce soit Séville, que ce soit Grenade, que ce soit Cordoue, les Médinas qui étaient des Médinas marocaines musulmanes sont aujourd'hui des centres, des bureaux, des choses comme ça. Ce ne sont plus des Médinas vivantes. Et les seules Médinas vivantes aujourd'hui, réelles, pas Disneyland, mais réelles, où les gens vivent, ce sont les Médinas marocaines. Donc je me suis dit que ce sont les gens, les étrangers viennent pour cette civilisation. Et quand je vois les gens débarquer dans mon pays, je le vois de l'aéroport jusqu'aux hôtels et après dans les musées, etc. On ne met pas en valeur ce patrimoine parce que nous n'avons ni carte, ni livre, ni même de plaques sur les rues, sur les monuments pour juste passer cette mémoire aux gens qui viennent découvrir et aussi la passer aux Marocains. Combien de Marocains aujourd'hui connaissent les propres héros marocains? Combien de Marocains aujourd'hui savent que la mosquée El Koutoubia a été construite, bien sûr tout le monde sait, par Al-Mansour Al-Mouhidi, Yaqub Al-Mansour Al-Mouhidi, mais est-ce que beaucoup de gens savent que c'était Averroès, le grand Ibn Rushd, qui était le directeur du projet, ce qu'on appelle aujourd'hui le directeur technique, à la demande du sultan?
Et est-ce qu'on connaît aujourd'hui des architectes? Moi, je les ai retrouvés, les architectes. Ce sont des architectes bâtisseurs, c'est ce qu'on appelle les compagnons de la pierre, que le Mansour a été cherché en Espagne, Ahmed Ben Bassou et Ali Doromara, qui vont construire non seulement la Koutoubia, mais qui vont construire la mosquée de Séville et Hassan aussi, la mosquée de Hassan. Donc, toutes ces choses-là aujourd'hui, personne ne les connaît. Et nous devons, nous écrivains, à travers ce que nous faisons, et je l'ai fait à travers mon livre, même si moi je parle de Tanger du début du XXe siècle, et encore une fois, c'était un livre qui ne devait absolument pas sortir au début. Hein. Moi je l'ai fait, ce livre, je l'ai écrit sur ça. Hein. Je l'ai écrit sur un téléphone, et je l'ai écrit en épisodes, en 13 épisodes. Chaque jour j'inventais un épisode, et je lui mettais un arrière-fond historique. Et au fur et à mesure, je me suis dit que je devais raconter l'histoire de cette ville, je devais raconter l'histoire des hommes et de femmes qui ont fait cette ville, et puis de raconter aussi l'histoire du Maroc, l'histoire du Mekhzen du XXe siècle, des convoitises étrangères sur le Maroc, etc. Et puis il y a des gens qui m'ont dit il faut absolument nous laisser une trace. Et de là, cet ouvrage devient lui-même un patrimoine, parce qu'il devient palpable. Donc, et ça, en quelque sorte, je le transmets aux générations futures et aussi aux gens qui veulent découvrir une part de leur histoire, peut-être qu'ils connaissent ou qu'ils connaissent mal ou qu'ils connaissent pas du tout. Encore une fois, nous les écrivains, c'est quoi notre rôle? Notre rôle, nous sommes des passeurs de mémoire. Et à travers cette mémoire que nous écrivons, nous transmettons le vécu de cette nation à travers le siècle. Et malheureusement, il n'y a pas énormément d'écrivains, enfin marocains, qui sont dans le style historique, etc., qui racontent, contrairement à des écrivains anglo-saxons. Moi, quand vous voyez Ken Follett qui sort un pavé de 1000 pages sur les compagnons de la pierre, comment on construisait les églises au Moyen-Âge, j'aimerais bien qu'il y ait des Marocains. On a connu Amin Malouf à un moment qui a raconté aussi une part de notre histoire à travers Hassan El-Wazzan, Léon l'Africain, qui est marocain, hein. S'il est andalou, mais il est marocain. Et j'aimerais bien qu'il y ait de plus en plus de Marocains qui écrivent sur ça, même de manière romanesque. Encore une fois, c'est de transmettre quelque chose sur la grandeur de ce pays, cette nation. Et ça, c'est mon devoir aujourd'hui, et c'est ce à quoi je m'astreins de plus en plus. Et d'ailleurs, mon prochain livre va tourner sur ça, sur l'histoire du Maroc, les petites et grandes histoires du Maroc, racontées aux 7 à 97 ans, pour que je puisse transmettre aux gens, par chapitre, les hommes et les femmes qui ont construit la civilisation marocaine. Donc voilà, c'est ça ce que je cherche en quelque sorte. En tout cas, merci. Merci. Vous voyez, vous avez fait vos 10 minutes. On vous écouterait encore plus longtemps. Et si je dois dire une petite conclusion, en fait, le livre, il préserve aussi le patrimoine. Il préserve le patrimoine. Et pour cause, nous avons quelqu'un qui a fait du livre son projet culturel. Il va nous parler des livres. Monsieur Souiba